Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, et sur votre plateforme d'écoute préférée, et enfin sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du projet Famille Larrey, porté par Anne Ségolène et Anthony. Alors dans ce dernier épisode, nous parlons de leur retour à la maison, le retour à la vie sédentaire et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la reprise du travail, de l'école. Mais cela ne signe pas du tout la fin du projet. Le documentaire de leur voyage est sorti et ils vont commencer à le diffuser au grand public. On vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne Ségolène, Anthony. Bonjour Émilie, on va bien ? Bah oui, moi aussi je suis contente de vous retrouver pour ce dernier épisode de cette longue série. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passé le retour à la maison ? Alors on est rentré mi-juin chez nous, après une semaine de transition sans notre camion à Buenos Aires. On était en Airbnb une fois que notre camion a été renvoyé. Et arrivé à la maison, alors la chance qu'on a eue, c'est que notre maison était disponible. Les locataires l'avaient quittée juste avant qu'on rentre, donc on a pu se remettre chez nous directement. Alors le retour, il s'est fait assez facilement, parce qu'on a... En fait, on s'est retrouvés chez nous, puis bon, alors déjà, il n'y a pas grand-chose qui avait changé. Et puis, on s'est dit, ouais, en fait, on s'est tellement habitué à s'adapter de partout où on allait, à être... il y a une adaptabilité qui s'est mise en place, alors déjà, les enfants, ça c'est clair, puis même pour nous, au fil du voyage, qu'en fait, c'est bon, en 24 heures, on était réinstallés et c'est bon, on était bien, on était chez nous. Et fort de l'expérience d'autres voyageurs qu'on avait rencontrés, on a pris beaucoup de temps chez nous entre la date du retour et la reprise du boulot de l'école. On s'est pris vraiment tout l'été. On a eu 2 mois et demi, 3 mois quasiment sans activité parce que on a eu beaucoup de retours de gens qui disaient finalement ils ont agrandi le plus possible le temps de voyage et en fait c'est un peu brutal de reprendre tout d'un coup. Donc nous c'est offert d'avoir tout notre été vraiment en famille et pour préparer le film parce que c'est quand même un gros boulot et pour jouer au Savant du Vigneron qui est le spectacle dans lequel on joue chaque année et qui nous a faciliter le retour parce qu'on était trop content de rentrer pour revoir les copains et être sur scène. Et on s'est repris 3 semaines vraiment de vacances. Donc le temps de retour a vraiment fait partie du projet du voyage finalement. Ouais, c'est top. Du coup, ça vous a fait vraiment un sas de décompression avant de reprendre la vie à 1000 à l'heure de la rentrée, quoi. Je ne le vois pas comme un sas de décompression parce que... En fait, on s'est plutôt dit, ok, le retour, on sait que ça peut être très dur après des voyages. Ça, c'est des expériences d'autres voyageurs. Ça peut être violent et on a envie de se rendre la vie douce et voilà. Du coup, on voulait pas se retrouver d'un coup avec Anthony qui reprend le boulot, moi toute seule avec les 3 alors que ça fait 1 an qu'on est 24 sur 24 ensemble et qu'on a trouvé un bon équilibre. Voilà, les enfants, ils ont besoin aussi de voir leur papa à la maison. Le cadre n'est pas tenu de la même façon quand je suis toute seule ou quand on est deux. Alors on s'est dit, on se rend la vie douce, on se donne la possibilité d'être encore tous ensemble, même si en fait on n'a pas pris 3 mois de vacances avec toute la charge de boulot entre le film, le spectacle. On n'a pas chômé pendant l'été, mais on était tout le temps ensemble. Voilà. Et après, du coup, fin août, le rythme a repris plus normalement. Mais on l'a plutôt vu comme, pas une décompression, mais un temps d'ancrage. Voilà, c'est ça, un temps d'ancrage pour que tout ce qui s'est installé dans la famille pendant le voyage, dans les relations entre les personnes, puisse s'installer. C'était un petit sas qu'on s'est donné pour que ça puisse se réinstaller chez nous, dans notre maison, dans notre quotidien, avant que ça s'installe dans le vrai quotidien de la vraie vie, c'est-à-dire avec les enfants à l'école, le boulot, etc. Il y a vraiment une logique de continuité. La rupture était plus quand on est parti, parce qu'effectivement, on était à 1000 à l'heure avant, et d'autant plus pour préparer notre projet, le film. Par contre, une fois qu'on est parti, l'idée, c'était qu'il y ait une continuité entre ce qu'on vit là-bas et ce qu'on va revivre ici. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire, on le fait par étapes, non pas pour dire, on souffle et c'est reparti, mais plutôt pour dire comment on va ancrer dans notre quotidien les belles choses qu'on avait mises en place là-bas. Et maintenant que l'école a repris, on est bien content d'avoir pris ce temps-là, puis dans mon boulot, on est bien content d'avoir eu ce temps-là pour rester tous ensemble vraiment sur un temps long et réancrer à la maison ce qui était la réalité du voyage.
Ouais, c'est top, hein, t'as octroyé ce temps-là. Et comment les enfants, du coup, ont réagi? Alors, c'était la fête. Ils avaient hyper envie de retrouver les proches, les grands-parents qui leur ont manqué, les copains. Donc, ils étaient très, très heureux de retrouver tout le monde. Et l'école, du coup, était super attendue. En juin, elles ont pu faire une après-midi dans leur classe qu'elles ont quittée, qu'elles ont retrouvée la même. Donc ça, c'était vraiment, vraiment trop la fête. Et ça leur a redonné envie. Donc, en fait, du coup, l'école s'est fait un peu désirer, vu qu'ils l'ont attendu longtemps. Donc, ils étaient vraiment heureux de retourner en classe. Enfin, Clémence et Olivia surtout, parce que Gaspard, c'était une nouvelle rentrée pour lui. Mais alors, ces 3 mois, ça a été vraiment la joie des retrouvailles, l'impatience de rentrer à l'école pour les enfants. Et puis après, comme des enfants, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on bougeait de lieu parce que c'était les vacances, ils s'adaptaient et puis c'était content. On a découvert, nos enfants nous apprennent ça, ils sont beaucoup plus ancrés dans le présent que nous. Et nous, tu vois, on est tout le temps en train de calculer, tiens, là, on va faire ça cette semaine, parce que la semaine prochaine, on sera là-bas. Et en fait, on projette beaucoup sur l'avenir. Et du coup, on est tout le temps en train de préparer ce qui va se passer, alors qu'eux sont beaucoup plus à s'adapter là où ils sont. Ils sont beaucoup plus ancrés dans l'instant et dans le présent. Et en fait, eux, voilà, il y a eu un long temps cet été, ils étaient contents. On parlera certainement du film un peu plus tout à l'heure. Il y a eu un gros temps avec du monde à la maison pour travailler. Voilà, il a fait partie de la famille à ce moment-là. Enfin, voilà, ils sont beaucoup plus à vivre pleinement le moment qui est là, quoi. Eux nous ont appris, on dit souvent quand on parle du projet, nous on les a emmenés là-bas pensant leur apprendre plein de choses, leur ouvrir l'esprit, etc. Donc c'est une réalité. Mais eux nous ont autant apporté en nous apprenant vraiment à savourer l'instant et à être entièrement avec eux, tu vois, durant toute l'année, quand on bosse, etc. On se voit le soir, on est beaucoup sur la logistique, on se passe les infos essentielles, on se fait un câlin, on lit une histoire, et puis finalement la journée le file. On est en tout ce temps avec eux, ils nous ont vraiment appris à être entièrement disponibles à ce qui est en train de se passer. Et eux l'ont vécu à la rentrée à l'école, comme pendant l'été, etc. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'eux nous font pour le coup. Ouais. On profite pour rebondir sur l'entrée à l'école rapidement. Comment ça s'est passé? Bon, comme c'était très attendu, ils devaient être très contents, mais en termes de programme scolaire et voilà, ce que vous aviez fait justement pendant 1 an en école à la maison et le retour à l'école, est-ce qu'il y a eu un décalage? Est-ce qu'elles ont dû passer des tests? Comment ça s'est passé? Alors, on avait préparé le départ avec les maîtresses qui sont les mêmes aujourd'hui. Avant, donc on avait vraiment on avait concentré l'école sur maths, lecture, écriture, et pas plus. On n'a pas fait tout ce qui était autour, en accord avec les maîtresses. Donc sur ces points-là, le niveau il est bon. Il est même, on a Clémence qui a des difficultés en lecture. Elle a réancré ses capacités de lecture en se détachant complètement de la pression que pouvait lui mettre la classe et la réussite des autres élèves qu'elle n'avait pas, etc. Du coup, en fait, finalement, une année d'école sans être dans le groupe lui a fait du bien. Il lui a permis d'ancrer des apprentissages mieux et sans pression. Et là, maintenant qu'elle est en classe, ça se confirme et ça se voit. Après, en juin, du coup, les maîtresses ont fait un petit point avec elle, lecture, maths, écriture, voilà, voir un petit peu où elle se situait. La réalité, je pense, c'est qu'on va voir là, on est en train de voir petit à petit, il y a des écarts sur certaines. Il y a des choses, Olivia a pris de l'avance en lecture, il y a des choses, elle est un peu plus à la ramasse, donc les maîtresses reprennent avec elle tranquillement. Il faut jongler un petit peu, mais en soi, elles avaient tellement l'envie de retourner en classe. Alors, c'était rigolo parce que la première semaine, mais c'était l'école idéalisée, enfin, comme elle l'avait idéalisée pendant 1 an. Il y a les copines, il y a des ateliers, on peut choisir, c'est une école Montessori, donc on peut choisir son atelier, on choisit ce qu'on fait, etc. Donc, première semaine, génial, puis deuxième semaine, retour à la réalité, c'est-à-dire que on choisit ce qu'on veut, mais on ne fait pas ce qu'on veut quand même. Et puis les copines, c'est génial, mais des fois ça se chamaille. Et puis voilà. Donc la deuxième et troisième semaine, c'était un peu, en fait, c'était cool en voyage quand maman faisait l'école, même si on se fâchait un peu. Finalement, c'était mieux que maman. Ouais. Et là, on a un meilleur équilibre qui se retrouve. Mais on s'y attendait un petit peu. Elles avaient tellement envie d'y retourner qu'on s'était dit qu'il y aurait peut-être un contre-coup. Trop idéalisé. C'est vrai qu'on a tendance même nous, adultes, on a tendance aussi à garder que les choses positives et occulter les choses qu'on aime moins. Et on idéalise beaucoup. Et c'est vrai que des fois, le retour à la vraie vie est un peu compliqué. Oui, et c'est vrai sur notre relation avec elle, enfin avec eux d'ailleurs, avec les trois. Quand on se souvient on se souvient que des bons moments passés dans le camion. Et quand ici, ça se chamaille ou que ça crie un peu, on dit c'était quand même mieux le voyage. Et non, souviens-toi qu'en fait, à tel endroit, c'était hyper compliqué. À ce moment-là, c'était pas ça. En fait, tous les jours au quotidien, on se battait. Ouais, non, en fait, c'était pas si facile que ça non plus. Mais on oublie vite, ouais. Est-ce que vous avez vu une différence en termes de maturité? Parce qu'on en avait abordé lors de notre précédent entretien où elles avaient, et Gaspard aussi, avait beaucoup grandi et pris en maturité. Est-ce que vous le voyez du coup là avec la reprise de l'école?
On va commencer par Gaspard. Gaspard, il a eu une année où il était dans une extrême liberté. C'est-à-dire qu'il avait un cadre d'éducation par les parents, mais globalement, il avait quasiment tout le droit de faire. En plus, nous, on a cette éducation-là de permettre aux enfants de faire des choses, et du coup, on leur interdit ce qui est dangereux, mais on laisse faire à peu près tout le reste pour qu'ils découvrent le monde, et d'autant plus en voyage. Et du coup, Gaspard, il a appris à ne pas avoir peur des gens, ne pas avoir peur des choses et aller voir les choses. Et ça, lui, je pense qu'il l'a vraiment ancré. Par contre, ici, ça se traduit par une difficulté qu'on va avoir parce que le cadre est beaucoup plus serré, notamment dans la vie collective, à l'école et à la maison d'ailleurs. Et donc, lui, on est aujourd'hui en difficulté, enfin pas en difficulté, mais en tout cas en hyper-énergie pour réussir à canaliser parce qu'il a du mal à s'adapter pour le coup à quelque chose de beaucoup plus contraint ou beaucoup plus restreint autour de lui. Donc il est très volontaire, il sait faire plein de choses, il a beaucoup d'envie, mais les maîtresses au bout de 2 jours d'école nous ont tout de suite dit voilà, Gaspard, il a plein d'énergie, non? Oui, il a plein d'énergie et surtout il avait appris à exploiter son énergie. Ou dans une collectivité, on demande un peu de la contrainte quelque part de la canaliser, en tout cas de la mettre à bon escient. Donc Gaspard, il a cette réalité-là, et après, dès qu'on sort, il est hyper ouvert, il est hyper disponible, etc. Donc, lui, sur la maturité, je pense qu'il y a une vraie ouverture, une vraie envie d'aller voir le monde. Les filles, elles ont été hyper libres et très responsables pendant le voyage. Elles ont pris sur elles d'apprendre plein de choses, de se développer vite, d'aller voir les gens, d'apprendre une langue, etc. Et ça, elles ont peut-être plus de mal à transférer aujourd'hui puisqu'elles retournent dans un cadre aussi un peu plus serré où il y a l'effet de groupe et l'effet de collectivité, notamment à l'école. Et c'est un peu plus dur pour elles d'avoir perdu cette liberté-là et de retourner dans un effet de groupe. Et surtout, partout où on est passé, on y restait tant qu'on était bien. Et finalement, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'on a piloté notre voyage en fonction de nos humeurs et de nos envies. Et donc, on était totalement libre de se dire, ici on est bien, on y reste. Ici on n'est pas bien, on n'y reste pas. Là, elles ont plus de mal à dire, tiens, si à un moment donné, dans une relation, je suis en difficulté, ou si on me demande quelque chose que j'ai pas envie de faire, en fait, j'ai pas autant d'échappatoires qu'on en avait pendant notre voyage. Parce que dans notre voyage, il n'y a pas vraiment d'interdit souvent, il y a beaucoup d'espace. Donc, s'ils n'étaient pas bien avec un enfant sur un orphelinat, ils allaient voir un autre enfant ou ils allaient ailleurs. Et puis, sinon, on sentait qu'à cet endroit-là, l'équilibre des 5 n'était pas toujours bon, finalement, on restait un peu moins longtemps. Et si l'équilibre était très bon, on restait plus longtemps. Là, elle redécouvre un peu que, non, en fait, dans la classe, il y a ces élèves-là, on va être toute l'année ensemble, et donc il faut forcément trouver une solution, et y compris à la maison, avec les règles à la maison, il faut toujours forcément trouver une solution pour que ça dure. Voilà, donc là, elles sont un peu dans cette redécouverte-là, donc c'est pas toujours simple. Par contre, là, on voit qu'en maturité, elles ont grandi, c'est qu'elles vont plus facilement nous en parler, plus facilement mettre des mots sur ce qui se passe. Peut-être là où avant il y avait plus facilement des colères ou des explosions, il fallait qu'on aille enquêter pour comprendre d'où venait la difficulté. Aujourd'hui, elles vont avoir plus de facilité à nous en parler. On a gagné en complicité là-dessus. C'est génial. Elles ont maturé leur réaction à des situations difficiles. Ça ne veut pas dire que les situations sont moins dures et qu'elles ne prennent pas de plein fouet, mais elles sont en capacité de réagir de manière plus mûre et plus posée à des situations dures pour elles. Là où Clémence avant aurait été plus dans la bataille, dans la justice, dans la revanche, etc. Aujourd'hui, quand une situation est difficile, elle a appris à s'isoler un peu finalement ou ne pas rentrer dans le conflit. Alors c'est plutôt intéressant, donc je trouve que c'est plutôt bien. Après, du coup, elle apprend et puis c'est pas toujours simple. Mais voilà, on sent qu'elles vont réagir différemment à des situations il y a un an par rapport à aujourd'hui. C'est clairement. Vous parlez des visites des centres. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent sur vos visites par rapport à justement ce qu'elles revivent au quotidien? Pour eux, c'est naturel ce qu'elles ont vécu là-bas et aujourd'hui, elles ont bien conscience que ce qu'elles vivent en France, c'est différent. C'est là où on voit qu'elles sont vraiment dans le présent, c'est qu'elles ne vont pas, elles, faire un parallèle entre ce qu'on vit ici et ce qu'on avait vu là-bas. Par contre, elles ont une très bonne mémoire de ce qui s'est passé. Et souvent, c'est quand on va rencontrer des amis ou des enfants, ou là, on commence à présenter le film. Quand les questions vont arriver, elles vont avoir un avis assez clair sur leur mémoire de ce qui a été vécu, où elles sont capables de faire des parallèles, mais en réponse à des questions. Elles, naturellement, ne vont pas nous dire le matin au petit déjeuner « Ah, tiens, ça me rappelle tel déjeuner de tel endroit ». Elles vont pas être dans cette nostalgie quelque part du voyage. Par contre, voilà, elles sont vraiment capables de tisser les liens entre les différents endroits qu'on a vécu ou expliquer les situations dans lesquelles on était. Voilà, donc elles vont pas par elles-mêmes revenir sur le passé. Ok. C'est marrant parce qu'elles
elles nous racontent pas, elles ne reviennent pas sur des histoires vécues, etc. Par contre, quand on est avec d'autres personnes extérieures, pouf, il y a un petit fil qui est tiré et alors elles peuvent raconter des trucs, des anecdotes hyper précisément et avec beaucoup de justesse dans ce qu'elles racontent. Alors si, on a quand même fait pour faire durer un peu le voyage, elles avaient, on avait dû l'expliquer, je crois, dans un podcast, elles avaient l'équivalent d'€1 par semaine parce qu'il y avait plein de souvenirs, plein de choses à faire, plein de choses à acheter. Et plutôt que d'être en bataille un peu permanente, ce qu'elles demandaient tout le temps, on a fait des maths avec elles en disant, vous avez €1 par semaine pour vos souvenirs ou vos cadeaux. Et donc, c'est dans la monnaie locale. Donc, on les a accompagnées, on a fait un peu office de banque pour elles. Et régulièrement, elles se sont achetées des souvenirs qu'elles se sont offerts entre elles ou qu'elles ont gardés. Et plutôt que de tout leur laisser en rentrant, on a tout mis dans une boîte qu'on a mis de côté. Et pendant l'été, pas tous les jours, mais pas loin, elles avaient le droit chacune à un souvenir, à un cadeau. Enfin, Gaspard aussi, mais était un peu moins accroché, mais elles nous demandent régulièrement un souvenir ou un cadeau. En fait, c'était leur cadeau, leur souvenir, mais elles n'en ont qu'un par jour. Et du coup, ça permet de se souvenir d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'elle avait acheté, avec qui on était à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a mangé, qui est-ce qu'on a vu. Donc, voilà, on entretient un peu le souvenir comme ça, plutôt que d'avoir plein de souvenirs d'un coup qui rentrent dans une boîte dans leur chambre. Elles le redécouvrent au fur et à mesure. Et ça permet de tirer un peu le voyage jusqu'à aujourd'hui. C'est hyper chouette de faire ça. Ouais, c'est une bonne idée d'Anthony, ça. Ouais, Moi, j'ai carrément. voulu tout déballer, tout leur donner, mettez-vous tout ce que vous voulez dans votre chambre. Et Anthony dit Et du coup, il y a des jours où c'est des grands souvenirs de super endroits, puis des jours où c'est un petit stylo qui venait d'un hôtel ou je sais pas. Mais en fait, chaque objet a plus ou moins de valeur à leurs yeux, d'un point de vue émotif ou d'un point de vue du coup de la matière, on va dire. Mais à chaque fois, c'est l'occasion aussi d'avoir un petit souvenir, un petit échange. Des fois, elles se l'offrent entre elles. Voilà, ça permet de garder des moments de qualité. C'est ce genre de moments-là qu'on essaie de garder sur l'après, d'avoir ce moment d'échange, de retour, de discussion. Très chouette, très très bonne idée. Et maintenant, de votre côté, alors, comment ça se passe ce retour à la vie sédentaire? Parce qu'effectivement, nous, on se pose plus de questions que les enfants. Là, ça fait 4 mois, vous êtes rentrés. Comment vous vivez ce retour? Assez bizarrement, avant, on était sédentaire avec une vie à 1000 à l'heure, et on est devenu itinérant avec une vie posée. Et assez bizarrement, en fait, en étant en mouvement, on était beaucoup plus posé qu'en étant à la maison. Et donc, c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de garder, de se dire, finalement, on fait moins de choses, on fait moins de sorties, on fait beaucoup moins de repas, on voit moins de monde. On essaye d'ancrer le fait de prendre plaisir d'être ensemble au quotidien, que ce soit en couple avec nos enfants. Et ça, je pense que dans l'été, tout doucement, on a un peu dépouillé nos habitudes d'avant, d'être hyper en course partout, de répondre aux sollicitations. Voilà, les écoles, les assos, les clubs de sport, on les sollicitait tout le temps partout. Et avant, on essayait d'être présent. Et aujourd'hui, on culpabilise moins d'être absent à plein de choses en disant, mais notre première présence, elle doit être dans notre famille. Donc ça, on arrive à l'ancrer à peu près bien. Et c'est la bonne victoire ou la bonne chose qu'on retire de ce voyage. On prend plus de plaisir à jardiner un peu avec les enfants, on prend plus de plaisir à bricoler avec eux. Et finalement, ça va prendre plus de temps, mais comme on l'aura fait ensemble, ça sera plus riche. Ça, c'est un peu ce qu'on a gagné, on va dire, de ce voyage et de ce retour paisible qu'on a fait. Ouais, ça, c'est énorme quand même comme sujet, parce qu'en tant que parent, on cherche toujours à passer plus du temps de qualité avec ses enfants et on a du mal à le faire. On est toujours pris. Ouais, parce qu'en fait, en étant parent, on est culpabilisé tout le temps parce qu'on se compare. Et en fait, on compare qu'il y a une petite fille qui fait du piano et c'est un super cadeau à faire à son enfant de faire du piano. Puis il y a un petit garçon qui fait du judo et le judo, c'est super. Et puis l'autre, il fait du jardin avec ses parents. Et en fait, à un moment donné, dans ta semaine, avec des enfants de 3 à 8 ans, on se rend compte qu'il faut faire un choix et que choisir, c'est renoncer. Tu ne peux pas lui faire faire de la musique, du sport, etc., tout en respectant son rythme et tout en respectant du temps de qualité. Et tu vois, on a voulu lui inscrire, Clémence, un cours de judo. Elle fait déjà un cours de musique et puis on a voulu lui faire un cours de sport par semaine. Et puis finalement, comme on n'était pas là, on ne s'est pas pris trop en avance. Il faut quand même s'y prendre bientôt 1 an à l'avance pour toutes les activités. Et puis finalement, ce n'est pas passé. Donc, on forme des assos, on trouve le club de judo, elle a envie. Et puis finalement, il n'y a pas assez de petits-enfants, donc le cours n'est pas fait. Et on a dit, mais en fait, stop, super, on va pouvoir respecter le fait que quand nos enfants ont de l'énergie, on va faire des activités avec eux. Et quand ils n'en ont pas, on va faire du repos. Et tout le temps, toute l'énergie que nous, on passe à être dans la voiture, à les emmener partout pour qu'elles fassent du judo, du sport, etc., cette même énergie-là, on va la passer à faire des choses avec elle. Et du coup, tu vois, ça se traduit très clairement. Là, c'est un an du vigneron, il y a un centre équestre qui va faire de la voltige.
Et ben, au lieu de passer le week-end les courir partout pour les emmener partout, un week-end, on s'est appelé avec un des amis là, de voltige qui nous a dit passez voir les chevaux et puis on va passer un moment ensemble. Et finalement, les filles ont fait une découverte de voltige sur les chevaux parce qu'on était dispo et qu'à ce moment-là, on avait de l'énergie qui lui était dispo. Donc, enlever des obligations d'activité hebdomadaire, ça permet aussi de mieux respecter les énergies de chacun, les fatigues de chacun, les envies de chacun, et de se dire, là, on trouve des choses à faire ensemble. Et en fait, il y a tout le temps des activités autour de nous. Donc, on regarde le programme, tiens, il y a un concert ici, on allait voir le concert de Sonic qui a fait les voix off du film, parce qu'on était dispo. Si toute la semaine, le mardi soir, tu cours pour l'une, le mercredi pour l'autre, etc., nous, le week-end, ce qu'on vivait avant, le week-end, on était épuisé. Et donc, on n'était plus alignés. En fait, en réduisant les choses, on s'est offert le fait de... Je pense qu'on fait autant de choses qu'avant, mais comme on s'est mis moins d'obligations, on peut choisir sur le moment si c'est le moment de zoner rien faire à la maison, le moment de sortir les enfants. Voilà. Et puis après, c'est vrai aussi, il y a aussi une réalité, c'est que ça nous éloigne un peu d'amis où tout est anticipé, ça nous rapproche d'autres amis où on peut s'organiser en dernière minute, tiens, on se voit cet après-midi pour une balade, ouais, carrément. Ça nous recolle sur des personnes qui ont un peu plus le même fonctionnement que nous. Ça se fait de fait, parce que c'est pas un choix de notre part, mais c'est le planning qui décide un peu à ce moment-là. Et puis ça nous laisse, là, tu vois, les projets de la rentrée, ça a été d'avoir une couveuse avec des poussins. Donc là, on a les poussins qui sont arrivés dimanche. Oh, trop mignon. On a 8 petits poussins dans notre bassine, donc les enfants ont pu suivre tout ce process-là parce qu'on a du temps et que du coup ils vont chercher les poussins avec les copains de l'école et puis du coup on invite les petites filles de l'école qui vont venir voir les poussins avec elles et puis là ça faisait longtemps qu'on a le projet, du coup on a un petit chien qui est arrivé à la maison. Voilà, c'est autant de choses sur lesquelles avant on disait non mais on n'aura pas le temps d'éduquer, on n'aura pas le temps. Du coup maintenant ce temps-là on l'a, donc on fait moins de choses organisées, par contre on vit davantage dans notre maison. C'est hyper intéressant et ça donne très envie. Ouais, tu vois, c'est fou, c'est une envie qu'on avait de toujours. On a toujours eu cette envie-là. Mais on avait aussi envie que nos enfants fassent plein de choses et qu'on leur donne la chance de découvrir plein de choses. Mais finalement, à 8 ans, ils ont le temps de voir plein de choses après. Après, la réalité, c'est aussi qu'il faut être deux à avoir cette envie-là. Oui. Et malgré l'envie, il faut le tenir. Chez nous, on est tous les deux l'envie et on sait théoriquement que c'est important et que c'est bien et que c'est comme ça qu'en tout cas, nous, on veut faire. Je ne dis pas que ça correspond à toutes les familles, mais nous, on a vu que ça nous correspondait vraiment comme fonctionnement. Après, de là à le tenir, si Anthony il régule pas régulièrement en disant non, on part pas là-dessus, non, on s'engage pas là-dedans, non, on part pas. Enfin, voilà. Il faut aussi tenir le cadre derrière et c'est bien d'être deux. Ouais, on est hyper sollicité et du coup on le re-questionne pas systématiquement, sinon tu deviens fou en fait. Toutes les semaines, tu as l'occasion de t'engager quelque part et c'est toujours culpabilisant parce que tu es dans une assoce de ceci, une assoce de cela et qu'il faut bien que quelqu'un prenne la présidence ou bien que quelqu'un soit au conseil d'administration. Et que naturellement, on a des profils à être assez engagés dans ce qu'on fait. Et donc de se dire, oui, mais nous, on va passer notre tour là pendant 1 an ou 2 sur tous ces engagements-là, ça reste toujours un peu difficile. Ouais, c'est difficile de dire non, quoi. Surtout quand c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Oui, qui font sens. Tout à fait. Et donc, du coup, ce rythme de cette reprise où vous avez lâché vos enfants à l'école, vous retrouvez aussi à 2, vous replongez dans vos projets pro-perso, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, j'ai apprécié le retour à l'école des enfants, ne serait-ce que pour le plaisir de les quitter quelques heures et qu'on ait le temps de se manquer et de se retrouver après. D'avoir des temps seuls à la maison aussi, ça me fait du bien. C'était pas subi du tout pendant le voyage, mais avec un quotidien un peu plus rythmé, avec des horaires, etc., je me rends compte que c'est plutôt agréable. Et ça permet de mener à bout des projets sans être coupé tout le temps. Et ça, c'est aussi une réalité qu'on a vécue dans le voyage. Et ça, je suis contente que ça se soit pas terminé parce qu'il y a d'autres moments où c'est le cas, on est coupé aussi, mais d'avoir des plages horaires longues devant moi. Après, du point de vue du couple, on a peut-être plus de nostalgie du moment où on était quand même tout le temps ensemble. C'est quand même hyper agréable. On était en couple de tout le temps ensemble. Et même si pendant le voyage, finalement, on ne se sépare régulièrement parce que chacun fait son activité, ou des fois on séparait la fratrie, chacun partait faire une activité de son côté, ça nous est arrivé un peu plus vers la fin d'ailleurs. Un peu plus dur de se quitter du matin au soir, pour le coup, quand je pars au boulot et que je reviens que le soir. Là-dessus, il y a un peu plus de nostalgie. Et tu vois, c'était une longue réflexion sur la fin du voyage et puis une partie de l'été de se dire est-ce qu'on ne se projetterait pas dans le fait de pouvoir bosser ensemble à terme? On est content de bosser ensemble qu'avant le voyage, on n'en était pas capable. On n'était pas forcément bien alignés sur
notre manière de bosser à chacun. Puis on est tous les deux un peu leaders dans l'âme, donc c'est pas toujours évident d'être leader à deux. Et en fait, on a appris pendant le voyage à répartir nos tâches, à répartir nos activités et de le faire ensemble et d'être content de le faire ensemble. Et de se donner un coup de main de temps en temps et de l'idée sa partie de projet de temps en temps. Ouais, moi, j'ai un peu de nostalgie de ça, de dire tiens, finalement, on s'est fait un beau cadeau là pendant un an, une petite frustration d'arrêter cette réalité-là et qui donne un peu l'appétit de le retrouver un jour. Alors, sous un autre voyage, peut-être un jour, ou sous une autre manière de travailler ou de s'organiser. La retraite, c'est encore loin, encore plein de manières de l'envisager. Plein de possibilités. Mais c'est chouette du coup d'avoir pu trouver pendant ce voyage ce point commun finalement de pouvoir travailler sur un projet ensemble malgré vos différences de tempérament. C'est intéressant du coup. Ouais. C'est très chouette. C'est un beau cadeau. Ouais. Il y a 10 ans, ça aurait été inenvisageable. Maintenant, c'est quelque chose qui peut se réfléchir. C'est là aussi on voit les fruits du voyage, c'est que on a appris dans un premier temps, je pense, à mieux découvrir l'autre avec son fonctionnement. Même si ça fait 10 ans qu'on est mariés, mais tu vois, mine de rien, d'être tout le temps ensemble, tu as davantage l'occasion de t'observer, de t'écouter et de mieux voir finalement l'autre, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses difficultés. On a appris à s'aider, à se le dire différemment. Donc, on a appris peut-être à mieux comprendre l'autre. Et puis finalement, dans cette démarche-là, on apprend aussi à mieux se connaître soi-même. Parce qu'à force d'avoir ces retours-là en bienveillance quand on peut, de manière plus trash quand c'est plus tendu, ça fait partie du voyage aussi, ouais, ça nous fait réfléchir, de dire tiens, finalement, tu m'as fait ce reproche-là plein de fois, ou tu m'as mis le doigt dessus régulièrement sur ce sujet-là. Ok, j'ai peut-être du mal à l'entendre, et finalement, ouais, j'ai peut-être quelque chose à travailler là-dessus, donc c'est bien, on va avancer. Puis du coup, on revient dessus quelques jours après. Tu m'as parlé de ça plusieurs fois. Comment est-ce que tu verrais les choses? Comment est-ce que je pourrais grandir là-dessus? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Ou tiens, mon besoin, il est d'avoir plus de temps libre ou d'être plus en discussion. Voilà. Donc, je pense qu'on s'est vraiment fait grandir. En un an, on a grandi beaucoup plus vite sur cette année-là que sur une année classique. C'est un parallèle qu'on a fait avec une famille expatriée rencontrée en Bolivie, chez qui on a passé beaucoup de temps en attendant des pièces du camion. Ils disaient en fait les situations qui sortent du quotidien, donc pour eux, le contexte de l'expat, pour nous, le contexte du voyage, dans le rapport en couple, ça fait, ils disaient, mais en fait, on gagne des années. Tout ce qu'on mettrait 5 à 10 ans à avancer dans notre couple, en 1 ou 2 ans, en fait, c'est plié parce qu'il n'y a pas le choix et on est seul et si on veut que ça marche, on se donne les moyens. On ne peut pas faire semblant en faisant traîner les choses qui ne vont pas dans le quotidien, quoi. Quand tu es au bout des 24 heures et que tu es tout le temps ensemble, c'est long. Quand tu es en voyage, tu as beaucoup moins de sollicitations, donc tu as beaucoup plus de temps de te concentrer sur l'essentiel et puis tu as moins d'échappatoires parce qu'il ne faut pas se mentir aussi. Au quotidien, quand tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas, tu as vite fait de trouver plein d'échappatoires, d'inviter des gens à la maison, de faire une sortie en forêt ou pour repousser le moment où on en parle. Et puis finalement, l'orage passe et puis c'est très bien. En voyage, tu ne peux pas faire ça, tu es obligé de le traiter. Ouais. Donc en tout cas, vous revenez de ce voyage grandi sur plein de points visiblement, donc c'est cool. Ouais, ça pour nous, il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire que c'est tout rose, hein. Non, c'est sûr. Magique. Mais c'est sûr qu'il y a des choses. Et puis c'est marrant parce que c'est pas des choses. C'est pas le grand changement de fou, on s'est fait retourner, on est transformé. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui change d'un point de vue extérieur, mais nous on sent des petites choses, mais plein de petites choses assez subtiles. C'est pas un énorme changement. C'est pas comme quelqu'un, je sais pas, qui a fait une thérapie et après cette thérapie il s'est remis aligné avec lui-même et ça change tout dans le quotidien. Non, là c'est vraiment plein de petites choses. Ils sont installés dans l'année. Toutes presque insignifiantes, mais tout cumulé, ça fait des relations plus ajustées. Et du coup, vous aviez pensé à ça quand vous êtes parti il y a 1 an? Est-ce que vous imaginiez que vous alliez revenir comme ça? Bon, je pense qu'on sait qu'on va revenir pas tout à fait pareil, mais… Moi, je m'imaginais plus un changement, un gros changement, où on se fait retourner comme une crêpe. J'imaginais pas ça, quelque chose tout petit à petit, plein de petites choses insignifiantes. Mais en fait, je trouve que du coup, c'est des choses qui sont peut-être plus ancrées. En fait, ça s'est fait tout en douceur, sans gros bouleversements d'un coup. En fait, les gros bouleversements, c'est des gens qu'on a rencontrés ou c'est des situations qu'on a vécues sur lesquelles on a fait face d'une manière ou d'une autre. Tu vois, les blocages du Pérou, c'était une vraie épreuve. Et peut-être que là, il y a eu un avant, un après, parce qu'on a dû se serrer les coudes différemment dans une situation un peu plus extrême. Mais chacune des rencontres qu'on a faites nous a nourris, on en a beaucoup parlé derrière, ça nous a beaucoup inspiré. Et finalement, c'est venu s'implémenter au fur et à mesure. Après, quand
Ce serait intéressant qu'on écoute le premier podcast qu'on a fait ensemble, mais là, moi, le souvenir que j'en ai, c'est que quand on a préparé ce voyage-là, on n'est pas parti en voyage pour faire du tourisme, on n'est pas parti pour faire de l'humanitaire. En premier lieu, on était parti pour vivre une expérience en famille et gagner cette complicité de famille. C'était quand même ça, le tout premier objectif de dire pourquoi on partirait pas, c'était pas de savoir où, comment, pourquoi, avec qui. Il n'y a pas d'idée de film ni rien, c'était de se dire on veut s'offrir d'avoir du temps ensemble. Et finalement, ce qui en découle, c'est on veut s'offrir du temps ensemble pour gagner en complicité. Donc c'était quand même l'objectif premier de faire un projet. Et après, on a rajouté l'idée de l'Amérique du Sud, que ça durerait 1 an, qu'on serait itinérant, qu'on irait voir des enfants, qu'on ferait un film. Tout ça est venu s'ajouter dans le projet pour donner un sens et puis pour stimuler le voyage, on va dire, pour qu'on ne soit pas simplement sur Consommateur. J'aime pas trop le mot de consommateur, mais c'est un peu ça. On voulait pas consommer un pays, on voulait rencontrer des gens pour s'enrichir mutuellement. Et on voulait pas rencontrer des gens pour sans jugement aucun, mais pour faire le truc un peu grossier. On voulait pas être l'Européen qui venait apporter quelque chose à des pauvres. On n'était pas dans cette démarche-là. Et je le critique pas parce que c'est avec d'autres mots, mais cette démarche-là, elle est belle. Nous, on était vraiment dans l'idée de se dire, on va rencontrer des gens dans une démarche d'enrichissement culturel mutuel. Et du coup, en le partageant, en le vivant ensemble, ça va forcément rentrer dans notre vie de couple et rentrer dans notre identité, quelque part dans notre être. C'est un peu philosophique, mon idée, mais c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on en mesure un peu les fruits. Ouais. Est-ce que vous pensez que cet objectif que vous aviez d'enrichissement mutuel, est-ce que vous pensez que vous avez atteint cet objectif par rapport à votre état d'esprit est-ce que vous avez vécu? Je dirais pas qu'on atteint l'objectif, parce que je pense que ça reste un chemin permanent, mais en tout cas, ça nous a mis sur le bon chemin. Ouais, ça nous a mis sur un chemin, ça nous a donné une méthode, j'ai envie de dire, quelque part, ou une complicité qui nous permet de continuer de nous enrichir aujourd'hui. Ouais, je pense que ça a été efficace pour ça. Par contre, ça nous a coûté de ne pas voir les baleines à bosse, avec une grande déception d'Anne Ségolène, ça nous a coûté un certain nombre de choses. Pour gagner ça, on a renié d'aller voir plein de choses. On a fait le Machu Picchu parce qu'il s'est trouvé qu'on était là et qu'il était ouvert et qu'en plein paro, il n'y avait personne, donc on y allait. Moi, je ne voulais pas aller voir le Machu Picchu, un peu philosophiquement dans cet esprit-là, de dire ne perdons pas 3 jours et des heures de stress et d'internet pour choper des places pour le Machu Picchu, c'est pas le but. Et du coup, pour moi, c'est un peu ça le truc significatif, c'est on n'ira pas le voir. Et sur place, les choses se sont faites qu'on y va et que comme on apprend à s'adapter davantage et à s'ouvrir aux opportunités ou à ce qui se présente à nous, finalement, on y allait. Mais voilà, l'idée, c'était de se mettre dans cet état-là. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de l'école du sport des enfants, c'est ce qu'on découle. C'est au lieu de vouloir tout faire, posons-nous la question du plus important pour nous à l'instant et de ce dont on a vraiment besoin. Et bien souvent, ce dont on a le plus besoin, c'est de passer du temps de qualité, d'être disponible, de vivre avec. Voilà, c'est vraiment ça, finalement, les fruits de ce qu'on a appris. Si on passe maintenant sur les questions du documentaire, vous avez, ça y est, il est monté, il est prêt. Ça vous a pris combien de temps de travail? 3 mois non-stop en suivi, sachant qu'on n'a pas bossé tout seul. On a Loïc qui a monté le film. Alors, c'est surtout Anthony qui a bossé dessus. Moi, je donnais mon avis, mais je n'ai pas travaillé dessus directement. Après notre retour, on a eu une semaine de SAS, on a réinstallé la maison, on est repassé un peu voir les proches. Voilà. Et après, Loïc est venu passer 15 jours à la maison où ils ont bossé, mais alors non-stop avec Anto, tous les jours. Ils faisaient du 9h, 22h, tous les jours derrière l'ordi. Pour monter le film, pour faire un scénario qui tienne la route, pour qu'il y ait de la cohérence entre tout, réfléchir ensemble, etc. Donc là, c'était 15 jours de boulot en présentiel intensif. Et après, pendant tout l'été, on a fait des allers-retours, mais pour tout. Et... Le film, l'expo photo, les photos, l'identité visuelle, etc. Après, il y a beaucoup de création et on n'imagine pas tout le boulot qu'il y a derrière un film. Ta question m'a fait sourire parce qu'on me l'a posée il n'y a pas longtemps et la première réponse qui m'est venue, c'est comme beaucoup de projets, si tu savais avant tout ce que ça te demanderait, c'est pas difficile. Et pour autant, c'est un super parcours. Tu sais, disait Loïc qui a passé 2 semaines chez nous. Loïc, c'est notre monteur, c'est celui qui nous a au départ. Alors, on s'est rencontrés par bouche à oreille. Il a eu la gentillesse de venir une soirée à la maison pour nous aider à choisir le matériel. Parce que lui, il monte des films depuis longtemps. Il fait des films fantastiques, notamment Agdar, le sel du désert, là, que je recommande. Et il nous a été utile
très, très utile au démarrage pour nous aider à trouver le matériel. Puis c'est lui qui nous a formé au matériel, puis on est resté en lien tout le long, puis il a monté notre générique à distance et il a monté une équipe artistique autour du projet. C'est lui qui est dessus et finalement il était venu pour être monteur et il s'est retrouvé monteur, directeur artistique parce qu'il a une vraie qualité pour ça. Il a vécu 2 semaines chez nous à la fois pour monter le film, mais à la fois, et ça c'est une vraie chance qu'on a eue, il nous a énormément questionné sur le film et du coup il a beaucoup remis en cause pour le film ce qu'on avait vécu, pourquoi on veut le montrer, qu'est-ce que va raconter l'image. Et moi j'écrivais toutes les voix off, on a fait pas mal d'écriture sur les voix. Et j'écrivais, lui montait, on mettait en commun, on regardait les images et il remettait en cause l'écrit parce que pour lui il n'y avait pas assez de sens ou que c'était pas assez profond ou qu'on ne comprenait pas l'idée. Et en fait il nous a challengé comme ça pour faire monter la qualité du film, c'était la commande. Et au final, en lui expliquant pourquoi est-ce qu'on voulait dire ça, on trouvait d'autres mots, mais en fait, il nous a servi de thérapie de retour en même temps. En faisant le film, on a mis en image, on a mis en mots, on a mis en musique, on a mis en couleurs 1 an de notre vie, de notre expérience, de nos vécus, pour partager un peu l'essence de tout ça, le sel de tout ça. Et en fait, ça nous a été hyper bénéfique ce retour, parce que lui qui était voyageur, qui a monté des films, c'est un garçon d'une patte humaine assez exceptionnelle, et ben il nous a fait un peu vider notre sac et du coup on est passé peut-être de ce qui aurait pu être quelque chose de très nostalgique à quelque chose qui était très paisible. Et tourné vers l'après, vers l'avenir aussi. Et tourné vers l'après, qu'est-ce qu'on veut en tirer, qu'est-ce qu'on veut en raconter. Du coup tous les soirs les enfants quand ils rentraient des activités qu'ils avaient cancellées ou quand ils étaient à droite à gauche, les enfants rentraient le soir, on leur montrait ce qu'on avait monté la journée. Et les enfants étaient critiques dessus en disant « Ah, c'est trop long, c'est pas assez long, j'ai pas compris, pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Et donc c'était un vrai projet familial, on s'est pas enfermés à 2 dans une cave pour le faire, on était vraiment au milieu de la maison, là dans le salon, et puis on partageait au fur et à mesure que chacun passait, on faisait des voix avec les uns les autres. Enfin ouais, ça a été un vrai projet bénéfique pour le retour. Et ça faisait un peu partie, nous, le film dans notre projet, l'idée c'est pas monter un film en soi, moi je trouve ça rigolo d'apprendre à faire des choses nouvelles, mais c'était de se dire, tiens, finalement, notre projet, c'est pas de partir 1 an, c'est de préparer un voyage qui a du sens pour nous et plutôt sur l'expérience qu'on va en vivre, puis de le vivre, puis au retour d'avoir un film qui va nous permettre de continuer ce voyage sur l'après et tourner sur l'avenir, pas sur la nostalgie, et d'être passeur un peu d'un message ou de partager l'expérience qu'on a eue là-bas. Et pour ça, pour le moment, le challenge et le pari est vraiment réussi. Ça nous permet d'être toujours dans le quotidien et toujours tourné vers l'après et non pas vers la frustration de c'est terminé ou c'était beaucoup mieux la vie là-bas. Ça nous oblige à continuer d'avancer. Ça, c'est excellent. Et on allait enregistrer on s'est fait former, puis on a enregistré les voix là chez Sonitz. Donc on a fait des vrais enregistrements de studio avec une formation pour poser nos voix. Et ça, c'est pareil, c'est une expérience qu'on a avec les enfants, mais qui est une vraie expérience partagée pour le coup, c'est rigolo. Ouais, finalement, ce documentaire, c'est à la fois des nouvelles compétences et apprendre à monter aussi, d'exprimer aussi comment vous avez vécu ce voyage. Et finalement, est-ce que cette ligne éditoriale que vous aviez en tête, au départ, fait vos premiers rushs, etc., est-ce que du coup, le rendu ressemble à ce que vous aviez en tête ou finalement, vous avez un peu changé justement de fil conducteur et de manière de vous exprimer? C'est bien mieux qu'on l'avait pensé. Ça, c'est vraiment le fait de se faire entourer, où on t'amène à avoir une qualité bien au-delà de ce qu'on avait espéré. Donc ça, c'est chouette. Après, sur le fond, vraiment, on avait travaillé avec Loïc avant de partir. Il nous avait challengé déjà avant de partir sur l'écriture du film. Et donc, il nous avait poussé à réfléchir à ce qu'on allait filmer. Même si finalement, il y a une chose qu'on n'a pas trop respectée par rapport à ce qu'on nous demande beaucoup ou ce qu'on avait beaucoup amené à faire. C'est-à-dire qu'on t'apprend, quand tu veux faire un film, tu l'écris avant et tu vas chercher les images pour mettre une image que tu avais écrite. Et nous, la démarche était compliquée parce qu'on était vraiment dans une démarche exploratoire. Puis on ne savait pas où on allait pour la majorité des lieux avant de partir. Et du coup, c'est compliqué d'écrire avant ce que tu vas voir parce qu'on ne savait pas où on allait. Par contre, ce qu'on a pu écrire, c'est le fil du film, c'est on va rencontrer des enfants et on aimerait raconter la vie d'un de ces enfants, qui est un peu le porte-parole finalement, ou l'image de ce qui se passe sur un endroit. Et donc ça, on l'avait écrit à l'avance, on l'a bien respecté. On a un enfant par pays, on raconte la vie de cet enfant-là, cet endroit-là, sur cette fragilité-là. Donc ça, on l'avait quand même écrit, on l'a bien gardé. On avait l'idée de mettre du dessin, il y a peu de photos, etc. Donc ça, on l'a conservé. On avait l'idée de faire un film sur la fragilité, mais un film qui était vraiment dans la joie. Et
et qui soit léger, qui soit source d'espoir. Donc ça, je pense qu'on l'a quand même bien respecté. En fait, il est dans la joie, Ouais. il est source d'espoir, mais on traite quand même de sujets très lourds. C'est des sujets lourds, mais qu'on veut tourner vers de l'espoir et de la joie. Et on a fait une avant-première un peu aux Amis du Serment du Vigneron, une 50aine de personnes, et les retours qu'on en a eus sont assez c'est dans l'émotion pour nous. Ah bah, il y a eu des rires, il y a eu des larmes, des gens qui ont été vraiment touchés, des enfants qui interagissaient en disant « Ah, ça c'est comme chez machin, c'est comme un tel, c'est comme voilà », des adultes notamment qui bossent dans la petite enfance qui ont pleuré pendant la diffusion. Voilà, ça veut dire que ça touche et que ça marche, et que ça touche juste. Mais on est content. On voulait pas faire du drama, tu vois. C'est pas un film qui est destiné à être sur une grande chaîne, à grande écoute, et nous pour faire du dramatique. On n'a pas voulu rajouter du drama. On a plutôt essayé de. On a posé la réalité ça au moment, voilà. Et on a ouvert les portes d'espoir qu'il y a derrière. D'être fidèle à ce qu'on a vu. Il y en a qui nous ont dit ah bah tiens, il y a beaucoup d'endroits où on est passé qui sont tenus par le côté religieux. Et du coup, certains nous disaient ah là, il y a trop de religieux. Et d'autres nous ont dit ah là, mais vous auriez pu mieux montrer plus le fait que c'est le religieux qui porte. Et en fait, à tout le monde a dit mais on ne voulait pas montrer plus ou montrer moins. On a essayé d'être fidèle à ce qu'on a vu sur place. Et donc, certains sont en attente qu'on en montre plus, qu'ils aimeraient un côté peut-être plus prosélyte finalement au film, ce qui n'était pas notre démarche. D'autres trouvent qu'il y en a trop et que faudrait les passer parce que très très dans la tendance laïque, plus que laïque finalement, il faut pas mettre en avant un fait religieux. C'était pas le sujet, c'était de se dire voilà, là on est, si c'est des bonnes sœurs qui tiennent le truc, et on montre que c'est des bonnes sœurs qui tiennent le truc et on n'a pas à juger si c'est bien ou mal. Nous, ce qui nous apportait, c'est ce que vit l'enfant. Et donc, on va montrer ce que l'enfant vit. Et après, le jugement de bien, mal, plus, moins, chaque spectateur, finalement, a son avis. Et c'est intéressant, justement, parce que ça crée le débat. Souvent, quand il y a un avis assez marqué sur le film, ça ouvre un débat et tu te rends compte que derrière, il y a soit une blessure, soit une attente, soit une... Donc voilà, ça crée le débat, c'est ce qu'on voulait. Ouais, c'est ça, c'est refléter ce que vous avez vécu sans aucun jugement et en prenant bien conscience de la culture aussi locale. La ligne éditoriale était vraiment de dire on va refléter ici ce qu'on a vu là-bas. Et notamment le point de départ sur lequel on voulait travailler le film, c'était de montrer avec quelle humanité, quel amour sont accompagnés, entourés les enfants en situation de fragilité là-bas. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est un peu critique sur le fait qu'il est difficile de mettre de l'humanité sur les jobs sociaux, entre guillemets, médico-sociaux en tout cas, et on voulait montrer qu'ailleurs on peut le faire autrement et que ça marche. Et du coup, si tu veux être fidèle sur ça et que tu ne veux pas montrer plus, parce que tu as envie de montrer, voilà, on voulait montrer réellement ce qui se passait là-bas, mais du coup, tout le film est monté sur cette logique-là. Ok, en tout cas, la bande-annonce est hyper émouvante. Elle annonce la couleur, en fait. On va hâte de présenter le film en entier. Et franchement, j'ai trop hâte de le voir. Vous allez le présenter déjà officiellement, c'est ce soir l'avant-première. Ce soir, c'est une soirée de lancement. On a 100 personnes avec tous nos partenaires. Ouais. On a hâte. Et ça fait quand même, tu vois, la dernière touche, elle doit être faite depuis un peu plus d'un mois, parce qu'on a envoyé, les DVD sont arrivés là chez nous il y a quelques jours. Et donc, on a envoyé il y a plus d'un mois, donc ça fait un mois que le film est terminé, qu'on a hâte de le présenter. Donc là, on a hâte d'être à ce soir et d'avoir les premiers retours. Et surtout, nous, le but, c'est pas tant de le montrer, d'être fier de le montrer, mais c'est plutôt de voir s'il va toucher suffisamment pour que les gens aient envie, à leur tour, d'organiser des projections autour d'eux, dans les entreprises, dans les écoles, dans les communautés quelconques. Voilà, nous, l'idée, c'est ça, c'est de voir est-ce qu'il va réussir à avoir une vie, ce film, au-delà de l'énergie que nous, on peut mettre pour le porter. Est-ce qu'il va de lui-même commencer à s'exporter? C'est notre vraie attente. On a une école là qui nous a appelé, justement, c'est un frère d'Anne Ségolène qui a suivi tout le projet et qui nous a appelé alors qu'il n'a pas encore vu le film en disant mais dis-nous, ce que vous racontez du film, c'est chouette, est-ce que ça vous tente qu'on porte ça dans mon école? Et du coup, il allait voir le directeur et le 8 décembre, on va présenter le film à 310 secondes. 310 élèves de seconde chez Mariste à Lyon. Ça c'est ce genre de projet qui nous tient et on a vraiment envie d'aller de ce côté-là. L'objectif, c'est que ça ait un impact. Donc après, ça peut s'adresser à des enfants, à des jeunes sur la dimension ouverture culturelle, la dimension ouverture au monde et se poser des questions. Ça peut être sur le voyage, sur la vie des personnes qui vivent autrement que chez nous, etc. Et puis, ça s'adresse aussi aux adultes sur la dimension aux parents, comment je suis avec mes enfants.
qu'est-ce que je mets comme priorité, à tous les professionnels de l'enfance et tous ceux qui travaillent dans le médico ou dans le social, en disant ok, maintenant j'ai mes techniques de professionnels, mais l'essentiel il est où dans l'accompagnement des enfants que j'ai. Voilà. Et donc du coup ça peut être vraiment diffusé à un public assez large. Et alors pour la petite anecdote, on a eu quand on l'a diffusé déjà à nos amis en avant-première, il y avait des petits dans la salle, des enfants de 3-4 ans qui ont super bien suivi le film et qui étaient au taquet, qui posaient plein de questions. Et souvent, c'est pas du tout les premiers à quitter les bancs quand l'heure de projection est finie. Donc en fait, entre la forme et le fond du film, il s'adresse vraiment à tout. Ok. Et donc l'idée, c'est de le faire diffuser au plus grand nombre. Mais vous, en tant que vous voulez aussi organiser une conférence autour de ce film. Enfin, comment vous envisagez en fait la suite sur cette diffusion? Nous, on aimerait bien organiser des projections débats au maximum, parce que je trouve que comme c'est un film d'1 heure, ça s'y prête bien. 1 heure de projection, 1 heure de débat. Et donc après, là, on a organisé un petit peu autour de chez nous, dans les mois qui arrivent, on a des dates qui sont en train de se mettre en place. Après, on va postuler à tous les festivals de films d'aventure, voilà, tous ces lieux-là. Donc là, il va falloir qu'on se mette à faire des dossiers pour pouvoir y accéder. Et après, on aimerait bien, si on arrive à faire connaître ce film dans les milieux de l'enfance et pourquoi pas dans des entreprises, dans des lieux de formation de l'enfance, voilà, que ça puisse avoir un impact là-bas, parce qu'il y a un vrai intérêt. Il n'y a pas que du divertissement dans ce film, il y en a aussi, mais il y a aussi un vrai message de fond, et ça serait intéressant d'aller faire des projections débats. Ça peut être dans des conférences dans le milieu médico-social, c'est possible aussi. On a plusieurs demandes qui commencent à arriver, parce qu'en fait, il y a beaucoup de films d'aventure, mais en fait, c'est des personnes qui vont voyager, qui racontent leur voyage de manière assez, entre guillemets, classique, parce que tout le monde ne part pas en voyage 1 an ou plus, mais il y a une demande aujourd'hui de films qui racontent, j'allais dire, entre guillemets, un peu autre chose que le voyage en lui-même, mais qui apportent autre chose. Et le fait d'avoir fait un film sur notre voyage, mais sur les gens qu'on a rencontrés, ça ouvre à plein d'autres sujets de débat, sur la protection de l'enfance, sur l'accompagnement, sur le voyage en famille aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a des demandes qui arrivent de manière assez éparse. Pour certains, ça va être, là, on m'a parlé de faire un travail sur oser se lancer. Et justement, on dit, ouais, il faut un courage pour se lancer dans un projet comme ça. On dit souvent que le courage, c'est juste de prendre la décision, parce qu'après, c'est plutôt cadeau. Mais autour du film, il y a beaucoup de sujets qui peuvent en sortir. Oser partir en famille 1 an, le voyage en lui-même, la vie H24 ensemble, la protection de l'enfance, l'itinérance. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent en arriver autour. Et bon, on a hâte de voir comment ça va rebondir. Qui nous écoutent et qui ça plaît, qui vont peut-être voir la bande-annonce dans tes commentaires, dans le descriptif que tu vas faire du podcast. N'hésitez pas à nous contacter. Après, on arrive à mettre en place quelque chose, c'est génial. On n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais voilà, on a des personnes qui ont commencé à venir nous voir en disant j'ai un cinéma associatif chez moi, ça pourrait les intéresser. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Nous, on peut pas démarcher tous les cinémas associatifs de France, évidemment. Mais s'il y a des personnes qui disent moi j'ai envie d'organiser une projection, on peut nous contacter par mail, page Facebook, Instagram, tout est possible. Et puis nous, on voit ce qui est faisable, ce qui est possible, comment on s'organise si c'est loin, voilà. Mais vraiment, on est hyper demandeur d'avoir des personnes qui disent je veux organiser chez moi, on pose une date et on voit les détails ensemble, quoi. Ok, je mettrai toutes les informations dans les notes et dans l'article pour qu'on puisse vous contacter facilement. C'est clair que maintenant que vous avez créé en fait ce documentaire, ce serait dommage qu'il ne soit pas diffusé au plus grand nombre. Et voilà, du coup, vous vouliez continuer sur le projet ensemble. Du coup, là, vous êtes parti pour quelques mois, peut-être même des années, quoi, parce que... En fait, on voit les festivals qui se passent maintenant. En fait, il faut postuler pour pouvoir y aller l'année prochaine. Donc, effectivement, ça peut s'étaler sur pas mal de temps de diffuser un film. En fait, comme il met du temps souvent ce genre de film, puis nous, on n'a pas de distributeur, on n'est pas allé en chercher, c'est encore un métier, mais il met souvent 1 an à faire, on va dire, un premier cercle, un premier tour, et après, tu as de nouveau 1 ou 2 ans de gens qui l'ont vu, qui, eux, à leur tour, veulent le diffuser. Tu as souvent 2 ou 3 ans de vie où nous, on pourra être présents, créer des débats ou des conférences, et puis après, en général, il devient plus ou moins public, et puis, entre guillemets, il t'échappe, mais c'est très bien. Ça vous laisse encore quelques temps devant vous. Du coup, professionnellement, comment vous allez vous organiser pour ce que vous allez... Je ne sais pas, Anne Ségaud, je ne sais pas si vous avez repris
ton job ou Et ben, j'avais en tête de reprendre en rentrant. Et tu vois, une fois la rentrée des enfants passée, je me suis rendu compte que je me mettais une pression de dingue à l'idée de reprendre vite. Parce que là, entre guillemets, j'avais plus pas d'excuses, mais voilà, Gaspard est grand, ça y est, il est à l'école, le voyage est terminé, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me mettait la pression et que c'était pas très, très bon dans notre quotidien. Qu'en plus, il va y avoir l'histoire du film à diffuser et on n'a pas trop de visibilité sur est-ce que ça va nous prendre beaucoup de temps ou pas. Donc, je me suis dit, en fait, stop, je ne mets pas la pression. Je ne démarre pas mon activité. Mon but, c'est d'être à mon compte et de démarcher des structures pour intervenir comme psychomotricienne. Donc, ça demande un peu de temps de démarchage. C'est pas un poste où je fais mon mi-temps ou voilà et je rentre. Donc, j'irai quand je le sentirai. Je ne sais pas quand. Peut-être dans 2 mois, peut-être dans 1 an, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est de rester disponible pour diffuser le film et pour avoir un quotidien paisible à la maison de mon côté. Et voilà, peut-être que dans les mois qui arrivent, je démarcherai, je commencerai des choses tout doucement. Mais c'est pour la première fois que je m'autorise à dire, à ce moment-là, je ne reprendrai pas. Enfin, c'est pas à ce moment-là que je reprendrai, mais je ne sais pas quand. L'idée, c'est de se dire, si le film demande beaucoup d'énergie, l'ANSEE va basculer en activité bénévole, on va dire, pour la sauce, pour gérer la diffusion du film. Et puis après, sur les débats, a priori, c'est plutôt elle qui sera dispo en journée, moi avec mon boulot, donc ce sera plutôt elle qui sera dispo sur des événements. Et puis, voilà, de temps en temps, soit je prends un congé, soit ça colle avec, c'est pas trop loin et je peux me déplacer. Et puis, quand on peut, on est tous les deux. Le plus possible, quand on y sera tous les deux, c'est mieux. Ça enlève quand même beaucoup la pression, le fait de pouvoir être disponible et de se consacrer 100% au projet, parce que quand on se met à son compte, on sait que c'est aussi c'est très prenant. Et du coup, mener deux batailles comme ça, c'est assez rude quand même. Ce serait au détriment soit du travail, soit du projet du film, soit de la vie de famille. Et voilà. 2 projets de front, oui, 3, non. L'expérience que vous avez vécue là d'1 an, ça vous donne envie de retenter sur d'autres thématiques, dans d'autres pays, dans d'autres continents, ou c'est encore trop tôt? Alors, envie, oui. Parce que quand on est forcément en voyage, on rencontre plein de voyageurs. Moi, je fais la route de la soie, ouais, trop beau, moi, j'ai fait tel endroit. Enfin, voilà. C'est un petit virus, ouais. Évidemment, ça donne envie. Mais alors là, on est vraiment dans peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'on ne fera jamais de voyage et que ce sera ce voyage. Et voilà. Peut-être que dans 3 ans, on se dira, allez, on repart un coup, on refait une année avec les enfants. Enfin, voilà. Honnêtement, on n'est pas tranché d'un côté ou l'autre. Ce qu'on a un peu appris, c'est on se laisse porter et on voit. Et quand on sent que quelque chose est bon pour la famille, on y va. Ce qui est sûr, c'est que quand on y a déjà été une fois, il y a un petit virus et que je pense que les peurs et les appréhensions qu'on a avant un premier long voyage, pour un deuxième long voyage, j'imagine qu'on les a moins. Mais voilà, là dans l'immédiat, peut-être que non, notre équilibre maintenant, c'est d'avoir un quotidien paisible chez nous. Il y a une réalité aussi, c'est que quand on est parti, on aimait bien notre vie ici. On a creusé des voyageurs qui ont plein de profils différents, mais il y en avait quand même un certain nombre qui allaient chercher autre chose. Parce qu'ils ne sont pas épanouis dans leur quotidien ou parce qu'ils arrivaient au bout d'un cycle et qu'ils voulaient ouvrir un nouveau cycle, voilà, sous différentes formes. Nous, on aime bien notre vie d'ici. Et du coup, on est parti parce qu'on voulait se faire ce cadeau, mais il n'y avait pas de suite de notre quotidien. Donc, on est hyper content de rentrer. On est hyper content de rentrer un peu différent. Et là, sur les premières années devant nous, a priori, on va plutôt prendre plaisir à vivre ici, en créer un quotidien paisible et faire vivre le film parce qu'il y en a pour 2-3 ans a priori. Donc, on ne se projette pas forcément plus loin que ça. Après, le virus du voyage étant là, je pense qu'on bougera un jour. Alors, est-ce que ce sera avec les enfants? Est-ce que ce sera après les enfants? On a croisé une famille qui était partie il y a 10 ans. Ils ont 6 enfants. Ils sont partis. Les 2 derniers avaient 1 et 3 ans. Et du coup, les derniers avaient 13 ans. Ouais. Dans un Defender. Ils sont ouf. Et du coup, là, les grands allaient quitter le nid. Et c'est les grands, enfin, tous les enfants, les grands ont dit, nous, on a adoré le voyage qu'on a fait il y a 10 ans. Et si on veut refaire un voyage tous ensemble, c'est maintenant. Parce qu'après, nous, on va partir, on va fonder nos familles, on aura notre job. Donc, on sera plus disponible à le faire, ça sera plus possible ou très différent. Et puis, les petits disaient, en fait, vous parlez souvent du voyage, mais nous, on n'en a pas de souvenirs. Et du coup, tu vois, 10 ans après, ils ont refait ce voyage-là. Donc, on a vécu, on s'est croisés 2-3 fois. Voilà, peut-être que cette logique est intéressante de dire que les enfants sont grands, de se réoffrir un voyage, que c'est un vrai beau cadeau sur la famille et qu'on a mesuré, en tout cas chez eux, donc c'est un cas isolé, mais en tout cas chez eux, on a été témoins de la beauté de leur famille, de l'unité qui règne, de la
ils sont hyper solidaires, ils sont hyper complices, et ça donne vraiment envie de se dire, tiens, si on peut réussir à générer ça chez nous, on serait trop. C'était audacieux comme choix parce que ça impliquait que certains de leurs aînés faisaient des années de rupture. Une au lycée qui a dit, je referai ma première en rentrant, parce que je peux pas m'asseoir sur mon dossier, donc elle perd 1 an. Une autre qui était en études de médecine, donc des études longues, qui a passé sa première année de médecine, et puis elle a passé le concours, et elle a eu sa place. Et puis elle refera son année complète en rentrant. Enfin, voilà, c'était des choix. Il y a pas d'engagement de chacun, ouais. Autant quand on emmène des petits, on peut suivre le programme scolaire, autant il y a un niveau où donc j'ai trouvé ça assez courageux. Et puis ils ont vu à quel point, en fait, petit, ça leur avait apporté beaucoup de choses. Ils disent, mais en fait, je perds 1 année d'études, mais à côté de ce que ça va nous apporter personnellement et en famille, il n'y a pas photo. Mais c'est les jeunes qui ont eu la démarche de. C'est marrant parce que nous, on discute avec les parents, on discutait aussi avec les jeunes adultes qui sont leurs premiers enfants. Et on voyait les parents qui étaient un peu ce que nous, on essayait de vivre finalement sur notre projet, un peu en retrait. C'est-à-dire que tu n'as pas des parents leaders qui gèrent tout et les enfants qui suivent. C'est un vrai cocon familial. Et là, nous, on voyait plutôt les grands enfants qui leadaient un peu le projet et les adultes derrière qui le rendaient possible, qui mettaient un peu le cadre, entre guillemets. On a trouvé ça assez beau à voir. Super chouette. Super. Et du coup, pour conclure cet épisode et puis même cette série, la question qui tue, c'est qu'est-ce qui va devenir Bébert? Il est où? Bébert. Bébert, il a subi un peu dans le voyage. Et quand on l'a ramené au contrôle technique, ils ne l'ont pas emmené tout de suite. Il s'est un peu dégradé pendant tout l'été à ne pas rouler. Et du coup, ils l'ont enfin emmené au contrôle technique il n'y a pas longtemps. Et on a une petite liste un peu salée de choses à refaire pour qu'il soit viable en France. Parce qu'en Bolivie, il peut rouler, mais ici, non. Donc là, on a pas mal de travaux à faire dessus. Et après quoi, je vais le voir, parce qu'il est au garage pas loin, donc j'y passe de temps en temps voir ce qu'on fait comme travaux. Il y a toujours beaucoup d'émotions, de se dire, bon, c'était notre maison, c'était notre point fixe, c'était notre fidèle repère, et on y a passé des moments incroyables dedans. Et en même temps, il y a un principe de réalité, c'est que quand il va rentrer à la maison, il va dormir sur le parking toute l'année, et peut-être qu'on fera rouler un week-end ou 2 par an, mais pas plus. Ce qui n'est pas forcément bon pour une vieille dame de bientôt 30 ans. Donc il est fort probable qu'on fasse un week-end ou 2 avec pour le remercier des services rendus, et puis qu'on s'en sépare, malheureusement. D'accord, une page se tourne. Ouais, il y a un principe de réalité. Comme pour les engagements, il y a un principe de réalité. Puis c'est aussi une charge, en fait, en plus d'avoir un camion. On a notre maison, donc on n'en a pas besoin pour donc c'est une charge, c'est une préoccupation en plus. Et ça fait partie aussi même si c'est dur de s'en séparer, on ne s'est pas encore fait, mais a priori on parle là-dessus, c'est un souci de plus dans le quotidien, et c'est du temps et de l'énergie et de l'argent en plus dans le quotidien. Et ça fait partie des choses où on s'est dit, il faut qu'on fasse des choix. Et puis là, en en parlant, je me rends compte que c'est aussi un élément de nostalgie. Ça te ramène toujours à « Ah, c'était bien là-bas, cette liberté. » Voilà, donc je pense que ça fait partie aussi peut-être pour nous du processus de dire on continue d'avancer, et puis on était avec lui là-bas, c'était sa place, et maintenant on vit autre chose, et donc sa place, c'est certainement de retourner là. Je lui souhaite de trouver une famille ou un couple qui a envie de voyager, parce que c'est quand même un super camion, le confort dedans est quand même top. C'est une pépite, c'est un super intermédiaire entre un 4x4 Defender tout-terrain et un camping-car. Voilà, il y a vraiment les 2 parties qui se cumulent, et c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Il était exactement ce dont on avait besoin, mais voilà, je pense lui, il a besoin de rouler pour quelqu'un plutôt que de rester sur un parking. Donc on lui souhaite de trouver une famille voyageuse prochainement. Merci beaucoup Anne-Ségolène, Anthony, c'était encore super intéressant, c'était génial ce retour et c'était un vrai plaisir de partager tous ces épisodes et toute cette aventure avec vous. Franchement, c'était super enrichissant, merci 1000 fois. Merci Émilie, on était super heureux de tous ces points d'étape, parce que je pense que c'était un plaisir d'échanger. Et puis je pense que ça nous a fait prendre du recul à pas mal de moments, et c'était assez bon pour nous aussi, tu vois. Souvent après l'enregistrement, on a eu des jours de discussion, de dire ah tiens, t'as dit ça. Et en fait, ça nous a aidé nous aussi à prendre du recul sur le vécu, à communiquer, c'était super. Et puis comme c'est notre dernier, on se rend compte que c'est encore une page qui se tourne sur le voyage. Oui. Merci à vous, et puis je vous souhaite une très très belle continuation. Merci. Salut. Au revoir.
J'espère que ce projet et cette série vous a plu. En tout cas, c'était un réel plaisir de les accompagner tout au long de leur voyage et de leur projet. Comme on le disait dans l'épisode, si vous souhaitez organiser une projection chez vous, dans votre, dans une association, dans votre école, dans votre entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec Anne-Ségolène et Anthony. Ils se feront un plaisir de vous répondre et d'organiser cette projection. Ce projet mérite vraiment de gagner en visibilité, vraiment. Et pour nous, c'est aussi une page qui se tourne. C'était le dernier épisode de la série et on a été très heureuse de participer à ce projet. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à mercredi dans 15 jours pour découvrir une autre famille, d'autres projets voyages. Je vous souhaite une belle semaine. Ciao!